Sud Radio Média, l'invité du jour. Notre invitée Nathalie Lévy qui est avec nous pour ce soir sur Canal+ à 22h50. Le début d'une série inoubliable, Nos chers grands-parents, une plongée au cœur de notre enfance, de l'enfance de vos invités. Le premier de ces invités qui ouvre finalement son livret de famille. On le voit dans cet épisode. Son livret de famille à travers ses grands-parents, c'est Michel Hazanavicius, le réalisateur. L'attachement aux grands-parents, je me suis posé la question quand j'ai regardé le documentaire. Il est lié à ce qu'on vous raconte ou de ce que vous avez vécu ? Les deux, Christine. Les deux, en fait, très clairement, j'ai pérégriné depuis un certain nombre de semaines, de mois même, sur... alors, mon histoire personnelle est évidemment intrinsèquement liée, organiquement liée. Gilles, on en a déjà parlé ici. Au-delà de ça, j'ai pu voir le documentaire de Juliette Armanet sur sa grand-mère. J'ai pu voir également et entendre les confidences de Danny Boone sur le sujet, de Clara Luciani, Jean Humbert mettre sa grand-mère en avant sur ses posts Instagram et j'en passe, l'attachement de Nicolas Sarkozy à son grand-père Bénédicte Malat qui lui a insufflé véritablement cette passion et cette conviction vers la politique. Donc c'est quelque chose que j'ai pu observer et c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc additionnant tout cela, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à en faire dans une société en mouvement, dans une société dont les repères sont quelque peu chahutés. On est dans un cycle quand même assez particulier et où l'ère du buzz, cette espèce de regard permanent vers le futur, vers l'image, on vous fait un jour, on vous lapide le lendemain. Et je trouvais que c'était intéressant de revenir à la substantifique moelle, à ce qui est clairement organique, mais aussi très psychologique, inconscient, parce que c'est l'inconscient qui travaille quand on est... comme ça, j'allais dire construit par ses grands-parents ou qui nous insuffle une passion, une conviction, un métier, voilà. Et donc je trouvais qu'atteler les deux, ça pouvait donner quelque chose. Ouais. Est-ce que c'est aussi le regard sur une époque où on a tendance à dire, à tort ou à raison, c'était mieux avant ? Non, pas du tout. Enfin, en tout cas, c'est pas ma conviction. Il y a rien de réac. C'est pas c'était mieux avant. Je pense que je vous l'ai cité. Il y a des très jeunes, Clara Luciani, Julien Doré, j'en passe, Ahmed Silla, toute génération, toutes origines, il y a ce lien. Alors, c'est pas systématique, bien entendu, mais alors après, moi, je fais partie de ces gens qui sont de l'école empirique, c'est-à-dire que l'empirisme, c'est l'expérience, et non pas l'omniscience de l'individu dès sa naissance. Donc, moi, je considère que l'expérience, elle a du sens, elle a une valeur, et elle vient même compléter ce qu'on nous apprend à l'école, ce que nous apprennent les parents. Un grand-parent, c'est aussi un savoir-vivre, un savoir-être. Oui, mais les grands-parents, ils ont changé maintenant. Exactement. Les grands-parents sont parfois jeunes. Exactement. Parfois 50, 55 ans, 60 ans, et puis on vit beaucoup plus. Donc finalement, est-ce qu'on transmet des choses différentes ? Est-ce qu'ils sont plus devenus des substituts des parents numéro 2 que des grands-parents ? Ou est-ce qu'il y a quand même le fait de son petit-fils ou sa petite-fille, on la gâte toujours ? Mais il y a les deux. Il y a les deux, en fait. Il y a effectivement l'attachement lié au cadeau, au temps passé, parce que c'est une forme d'amour inconditionnel. Souvent, quand on a la chance, quand on a le privilège d'avoir ces attaches avec ses grands-parents, il y a quelque chose comme ça d'inconditionnel, de gratuit. Et c'est Gisèle Halimi sur laquelle je m'appuie beaucoup parce qu'elle a écrit ce livre Histoire d'une passion où elle raconte clairement son attachement à sa petite fille et elle dit quelque chose de très joli. Elle dit qu'il n'y a pas de mots pour qualifier l'amour entre grands-parents et petits-enfants, que c'est un autre amour que celui entre deux adultes, c'est un autre amour que celui entre un parent et un enfant. C'est vrai, il est plus libre, il est détaché de toutes les ingérences, contingences du quotidien, etc., etc. Et le grand-parent d'aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, vous avez raison Gilles, c'est le fait que aujourd'hui le petit enfant lui apprend certaines choses et vice versa, mais il y a quand même toujours, par exemple, Michel Hazanavicius, par exemple, ses grands-parents, ils voyaient chez eux sa grand-mère qui était tricoteuse. Aujourd'hui, on voit plus tellement ça. Donc, c'est aussi une manière de raconter un autre métier, un autre territoire, des territoires dans lesquels on peut plus nécessairement aller, parfois, s'il y a eu un déracinement, s'il y a des guerres, etc., etc. Et Dieu sait que le monde est perturbé aujourd'hui. Donc c'est aussi raconter ça, et ça me semble, enfin, en tout cas, de mon point de vue, aujourd'hui, c'est une ossature que j'ai pu apprécier, qui est vraiment solide.
Avant de rentrer dans le détail de la fabrication de ce magazine, etc., est-ce que aussi il n'est pas plus facile dans le lien enfants, petits-enfants, grands-parents, il y a moins d'affect, c'est-à-dire que les erreurs du passé de nos grands-parents ou ce qu'ils auraient pu faire, etc., on les regarde avec un œil beaucoup moins à vif que si c'était son propre géniteur ou sa génitrice, c'est-à-dire ses propres parents. Tout à fait, vous avez raison Christine dans ce que vous dites, il y a effectivement il y a une couche, j'allais dire une génération entre les deux évidemment, qui fait que il y a plus de tolérance, il y a plus de liberté aussi pour s'exprimer. Et ce que je constate avec les différents invités que j'ai pu enregistrer, tourner dans cette émission, c'est la manière dont finalement ils se confient sur eux véritablement, sur ce qu'ils sont et ce qu'ils sont devenus à travers ses grands-parents avec beaucoup plus de liberté. Il n'y a pas cette barrière, il n'y a pas effectivement cette retenue qu'on peut avoir avec des parents, parce qu'avec des parents, il y a des conflits, il y a encore peut-être des conflits larvés, il y a encore voilà, des non-dits, ce qu'il n'y a pas avec les grands-parents, ou même s'il y a eu des non-dits, il y a quelque chose de l'ordre de lever le voile qui est autorisé. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous avez eu quand vous avez prospecté sur les invités, on en parlera aussi, est-ce qu'il y a un invité qui vous a dit ma grand-mère c'est Tati Daniel, c'était une méchante? Alors pas là dans les quatre mais dans ce cas-là, épisodes. Vous feriez quand même l'émission? Oui, parce que je trouve que ça dit énormément aussi de la trajectoire d'un individu. Typiquement Jacques Weber, que j'ai pu raconter dans mon précédent ouvrage sur le sujet. Jacques Weber m'a raconté la détestation qu'il avait pour cette grand-mère qui était légère de la cuisse, disait-il, mais pour autant qu'il l'a mis sur scène, en quelque sorte, qu'il l'a révélé dans son romanesque et dans cette capacité à être un tragédien et évidemment l'acteur qu'il est. Incroyable. Et souvent il y a aussi une question de pudeur des anciens de raconter ce qu'ils ont vécu à une certaine époque et qui fait que quand on devient adulte, peut-être on est moins entre guillemets regardant. Il y a une espèce de largeur du temps qui fait qu'on se repositionne. C'est la temporalité qui permet cette grande liberté, c'est que les années ont passé, qu'on regarde avec à la fois une mélancolie, une nostalgie, mais aussi beaucoup plus de distance que ce que les grands-parents ont pu vivre à une époque. Et donc, s'il y a eu des sorties de route, s'il y a eu dans leur trajectoire à ces grands-parents des choses un peu plus complexes, un peu plus sombres, eh bien, avec un petit enfant, ils ont cette liberté, ils ont ce champ aussi beaucoup plus libre. Comment vous appeliez votre grand-mère? Mamie chérie. Est-ce que ça veut dire quelque chose lorsqu'on appelle sa grand-mère par son prénom, ou plutôt mamie ou mamounette ou autre? Est-ce que vous avez fait des choses comme ça autour de la façon dont on appelle son grand-parent? Oui, alors très rarement ils les appelaient par leur prénom. Hein. C'était mémé, en France c'est très fréquent, mémé, mamie, grand-mère, Frédéric Mitterrand appelait Henriette sa grand-mère grand-mère, parce qu'il y avait quelque chose aussi d'un peu aristo, et donc voilà, parce qu'il m'avait confié aussi beaucoup de choses sur Henriette, qui était fantasque et très érudite évidemment, mais qui avait aussi qui avait une vraie liberté de ton, et j'en ai peu qui j'ai pas le souvenir d'avoir eu des petits enfants qui m'ont parlé en les nommant grand-mère ou grand-père. Ça me dit rien. Mais oui, ça dit évidemment quelque chose de l'attachement. Il y a une distance qui est évidente quand c'est grand-mère ou grand-père. Il y a quelque chose aussi dans l'éducation qui peut être plus bourgeoise, etc. Mais là, ça s'est pas produit jusqu'à présent. Alors, où s'est senti le besoin, parce que vous aviez fait tout ça dans un livre, où vous avez senti le besoin d'en faire une émission télé, et comment Canal+ a dit oui au projet alors qu'ils ont 10 000 projets? Parce que c'est sans doute ma façon à moi de lutter contre l'agisme. Enfin, je sais pas, ou contre le jeunisme, ça dépend comment on se situe. Mais oui, c'est peut-être un peu désuet comme façon de fonctionner, c'est peut-être un peu à l'ancienne, mais j'ai tendance à penser que et puis c'est pas moi qui le disais, hein, Sénèque vantait l'expérience des anciens, qui a toujours du sens, et j'ai tendance à penser que on peut pas être entouré uniquement de l'image, du buzz, de cette course frénétique avec le temps, de cette frénésie de la vie. Et pourtant, je suis une hyperactive qui procrastine, mais je suis quand même une hyperactive. Mais les images, moi, ça me fait flipper. Ça n'a pas fait peur à Canal, en se disant ça fera pas d'audience, ça marchera pas? Je suis pas sûre je suis pas sûre. Je sais pas ce qui se passera, et vous avez raison, on peut se poser la question. Mais vous voyez, quand on regarde une émission comme Secret d'Histoire, par exemple, ou La Grande Librairie, a priori, on n'est pas tellement dans l'air du temps quand ils proposent ce genre de programme.
Et pour autant, ça a son public, il y a des fidèles, et c'est des émissions qui ont fonctionné pendant des années. Est-ce que ce qui est intéressant aussi quand on regarde l'émission, c'est que c'est la petite histoire qui rejoint la grande. Exactement. Et ça, je trouve que c'est important d'avoir ces repères-là. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'on ressent. Et on n'est pas simplement sur un catalogue de famille, on est aussi sur l'histoire telle qu'elle est. Exactement. Ouais, je suis d'accord avec vous. C'est l'histoire avec un grand H, parce qu'évidemment, c'est des territoires, typiquement dans le cas de Michel Hazanavicius, c'est bien sûr aussi son éveil au cinéma. Donc, alors la grande histoire, ça passe aussi par les arts, on est d'accord. Donc, cinéma Max Linder sur les grands boulevards, c'est là qu'il rencontre vraiment, finalement, j'allais dire, ensuite ce talent de grand pasticheur qu'il est. Donc, il devient ça. C'est aussi la traversée de l'Ukraine, la Pologne, la Lituanie, jusqu'à l'Argentine pour un de ses grands-pères. Ça, c'est pour Michel Hazanavicius, mais c'est aussi, par exemple, pour Ibrahim Alouf que je proposerai dans quelques semaines. Qui me raconte le Liban, qui me raconte le pays du 7, qui me raconte au moment où il naît, lui, sous les bombes au Liban, cette évasion obligatoire, et sa grand-mère qui du coup le prend vraiment sous son aile parce que la situation est évidemment extrêmement périlleuse. Nathalie Lévy, vous restez avec nous. On va revenir sur ce soir Canal+ à 22h50. Inoubliable, nos chers grands-parents. Votre premier invité, c'est donc Michel Hazanavicius. Cette histoire, on va voir comment c'est fabriqué, parce que c'est tourné dans un studio bien particulier. On va y revenir dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média. Toujours en compagnie de Nathalie Lévy ce soir sur Canal+, à 22h50. Inoubliable, nos chers grands-parents. Et évidemment, du lundi au vendredi. Du lundi au jeudi maintenant. Ah, c'est du lundi au jeudi. Oui, c'est du lundi au jeudi. Je vous écris du lundi au vendredi. Voilà. Parce que le jeudi, maintenant, il y a Antoine Decaune. Le vendredi, il y a Antoine Decaune. Le vendredi, il y a Antoine Decaune. Il y a une hebdo de Antoine. Mais c'est de ma faute, je lui ai écrit ça. Eh bien, Christine, je vous propose... Attendez, j'ai pas fini. Du lundi au vendredi, j'ai dit, en aparté, c'est en clair, à 20h30 sur Canal+. Je voulais poser une question à Nathalie. Pardonnez-moi. Inoubliable tourné dans les studios Harcourt. Ouais. C'est un choix pour poser le côté, cette image d'antan. Qui a eu l'idée? C'est en fait un double choix, parce que il y a une double lecture. Parce que évidemment, Harcourt, c'est mythique de par les photos des artistes qui ont été... La lumière d'Harcourt. Bien entendu. Et on la retrouve tellement dans le... Non, on la retrouve pas nécessairement dans la réalisation de l'émission, qui est signée Serge Calfon, le grand Serge, bien sûr. Non, on la retrouve pas nécessairement, mais ce qui était intéressant, parce que c'est Canal+ aussi, que c'est le cinéma, avec un grand C, Harcourt, c'est cohérent en fait. Il y a les artistes, il y a le cinéma, il y a l'image véhiculée aussi de la transmission, puisque c'est les époques. Donc il y a l'histoire, et finalement il y avait une cohérence. Et puis le lieu est sublime, donc nous ça nous permettait de faire une espèce de balade comme ça dans les photos de famille des artistes, et en même temps dans ce lieu qui a une âme incroyable. Et je vous propose, Christine, d'écouter la bande-annonce. À chacun son roman familial. Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, on va en parler ensemble. Nathalie Lévy accueille ses invités au studio Harcourt pour une relecture inédite et en images. On va parcourir évidemment ce carnet de famille. Un voyage dans le temps où des personnalités que vous aimez se reconnectent avec leurs racines et leurs aînés. Le père de mon père. Le père de votre père. Premier invité, Michel Hazanavicius. Stylé. N'est-ce pas? Quel est ce moment? Expliquez-moi, et qui est cette dame? Inoubliable, nos chers grands-parents, mardi 26 mars à 22h50, seulement sur Canal+. Dans les invités, il y a Patrick Bruel. Pourquoi pas démarrer avec une star pour accrocher les gens? J'étais très surpris. Pourquoi Michel n'est pas une star? Oscarisé, multi-oscarisé avec des artistes. Michel, mais vous comprenez ma question très télé. Oui, mais Michel Hazanavicius, c'est une star du cinéma, et on est sur la chaîne du cinéma avant toute chose, donc il y a une cohérence. Aussi, c'est une star du cinéma. Oui, mais disons que Michel est faiseur, au-delà d'être... voilà, il fabrique. Donc ils sont 4 pour démarrer. Valérie Bonneton, Patrick Bruel et Ibrahim Malouf. Comment ils ont été choisis? Alors, je les ai choisis au-delà d'avoir évidemment accès à leur parcours intime.
leur capacité à se raconter. Alors, je vous dis ça et en même temps, je mettrai des parenthèses sur Michel, parce que Michel est quand même quelqu'un de très pudique et Valérie Bonneton aussi remarqué. Mais en tout cas, je savais la profondeur de ces liens, la profondeur de ces sentiments et la profondeur de leur histoire personnelle avec leurs grands-parents. Je voulais pas de posture, je voulais pas que ce soit un exercice de marketing commercial pour vendre un film ou pour vendre un programme. Je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose d'organique chez eux dans ce lien et qui pourrait transpirer vers le téléspectateur. Et je savais que pour ces 4-là, c'était le cas. Et ils ont tous, il y a beaucoup d'archives, hein. Ils ont tous conservé ou il y a eu un ajout personnel parce qu'il y a forcément un travail de recherche, de documentaire. Bien sûr. Oui, ils ont tous, on les a mis à contribution avec une formidable équipe avec qui je travaille. Oui, on leur a demandé d'aller fouiller dans leurs tiroirs, dans leurs malles, dans leurs boîtes à souvenirs. Alors c'est pas toujours évident parce qu'il y a une question de génération. Par exemple, pour Ibrahim Alouf, c'était un peu plus facile parce qu'il a vécu avec sa grand-mère, surnommée Teta, il n'y a pas si longtemps, elle a disparu il y a 3 ans, et donc il l'a aussi dans son téléphone, ce qui est évidemment beaucoup plus facile aujourd'hui. Si Anna Girardot venait pour un prochain numéro, Anna Girardot, elle a à peine 30 ans, elle a aussi plein de photos dans son téléphone, donc il y a aussi cette facilité-là, ce qui était moins le cas par exemple pour Jacques Weber si je lui avais demandé des photos pour mon ouvrage. Mais vous, par exemple, le numéro de votre grand-mère, il est toujours dans votre portable ou vous l'avez effacé? C'est fou que vous me disiez ça. Il est toujours dans mon portable et il est même dans mes numéros prioritaires. Comme le code de l'immeuble, d'ailleurs. Vous voulez pas l'effacer? Jamais de la vie. Ah non, mais c'est ma construction, ma grand-mère, c'est mon ossature. Sans elle, je suis pas celle que je suis. Je suis ni vaillante, ni alignée. Quel est l'objet que vous avez d'elle, qui vous tient à cœur? Ma montre, enfin sa montre. Je l'ai là, et puis elle est dans la photo d'accueil de mon téléphone. Enfin, c'est le premier visage que je vois avec ma fille quand j'allume mon téléphone. Plus toutes les photos que j'ai pêle-mêle chez moi. Je peux vous dire que j'ai pas besoin de tiroir. Hein. Elles sont. Incroyable. Ouais. Oui, mais vous savez, je l'ai accompagnée jusqu'à 99 ans et demi, mais surtout, elle m'a accompagnée dès mon premier souffle. Donc voilà, c'est des liens à la fois intangibles. Voilà, ça se définit pas en fait. C'est une sorte de coup de foudre, de passion. Je me réfère encore à Gisèle Halimi, mais elle a connu cette passion avec sa petite fille. Moi, j'ai connu cette passion du même ordre, ouais. Et vos enfants l'ont aussi, ce rapport avec elle? Ma mamie a disparu ça fera 3 ans à Noël, donc ma petite fille a fait toutes ses siestes là-bas au lieu de les faire à la garderie. L'après-midi, c'était effectivement c'était sa deuxième maison. Il y avait le parc, il y avait la chaise haute, il y avait tout chez ma grand-mère. J'avais tout installé de manière à la fois à prolonger ma grand-mère, parce que je savais que ça allait lui donner un sursaut de vie, un supplément de vie. On sait très bien l'impact du lien intergénérationnel. Et je savais, enfin, en tout cas, j'espérais, parce que j'ai aussi beaucoup culpabilisé, mais j'espérais que pour ma petite, ce serait un apport et pas un poids. Je ne saurais pas l'évaluer aujourd'hui, elle est encore trop petite, elle a 11 ans, on verra plus tard. J'ai lu pas mal de choses et j'ai cru comprendre qu'a priori, ça ne pouvait être que bénéfique. Et vous voyez en grand-mère? Ah oui, complètement. Complètement. Si ce n'est que c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que les grands-parents d'aujourd'hui sont pas les mêmes. J'ai une maman qui est jeune retraitée, qui est encore une hyperactive, qui bien sûr s'occupe de ma fille et est présente aux côtés de ses petits-enfants, elle en a 3, mais qui n'est pas du tout la même grand-mère que celle que j'ai connue. Et elle accepte de se faire appeler grand-mère? Elle se fait pas appeler grand-mère, absolument pas. Cette nouvelle génération ne veut pas. Mais bien sûr, et c'est très intéressant parce que c'est le prochain, c'est mon prochain combat. Enfin, c'est mon prochain combat. C'est mon prochain engagement, c'est de travailler sur cette question des jeunes retraités qui sont parce que je les jeunes vois, retraités ou pas, puisque les jeunes générations font de moins en moins d'enfants. Aussi, on le voit, on nous appelle à en faire, on nous sollicite activement pour en faire, bien entendu. Et on sait que c'est dans les pays de l'hémisphère. Mais est-ce qu'il n'y a pas un transfert aujourd'hui, parce qu'effectivement on a des enfants tard, on en fait de moins en moins, et en même temps, on va dire, on est obligé de s'occuper de nos parents qui vieillissent de plus en plus vieux, donc on devient des aidants, c'est-à-dire que les rôles s'inversent, etc. Est-ce que ces rôles familiaux qui étaient assez classiques il y a encore une 30aine ou 40aine d'années, aujourd'hui sont un petit peu bouleversés par l'évolution du temps? Oui, l'évolution du temps, l'industrialisation évidemment de nos sociétés, mais ça commence à dater. Et puis le lien avec les grands-parents. Oui, l'habitat qui est plus resserré, donc on peut pas vivre avec nos grands-parents, on y est avec nos parents, parce que les loyers, les familles monoparentales, familles nucléaires même, effectivement, quand on est simplement
2, 3 parents-enfants très resserrés sur nous-mêmes, la montée de l'individualisme et en même temps ces liens de l'ordre intangible en fait avec le grand-parent, de l'ordre de la sagesse et de la transmission et pas uniquement du cadeau fait ou du pain au chocolat apporté devant l'école, mais d'une forme de Christine, pardonnez-moi. Oh là là, j'ai répété. Les deux. Non, c'est pas vrai, Christine. Vous êtes non, ne mentez pas. Non, mais le goûter de 4 heures. Ne mentez pas. Je sais que chocolatine est un terme important pour vous et pour certains de nos auditeurs. Et alors du coup, pardonnez-moi, j'ai perdu le. Non, mais le moment, ce rapport rapport avec quand on vient chercher son enfant ou son petit-fils ou sa petite fille à l'école. Non, mais je pense que si vous voulez, il y a. Parce que, effectivement, cette montée de l'individualisme, parce que ces sociétés monoparentales, nucléaires, etc., cette construction-là, je pense, et j'ai pu l'observer, que le grand-parent, du coup, est un jalon supplémentaire pour se construire, voire un rempart, voire un oasis de sécurité dans ces formats-là. Enfin, véritablement, je l'observe. Encore une fois, quand on a la possibilité de l'avoir vécu et quand les parents laissent aussi cet accès aux grands-parents et quand les grands-parents ont la volonté de s'inscrire dans ce schéma-là. Mais il y a aujourd'hui, même si les grands-parents sont plus modernes, ils sont connectés aussi, etc., ça facilite aussi, il y a une sorte d'interface comme ça qui est commune. Et donc, ça donne autre chose, ça raconte autre chose, ça facilite souvent. Et c'est très intéressant aussi de voir cette évolution. Vous avez été une figure emblématique de BFM. BFM va être vendu et autres. Vous vous dites, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis heureuse d'être à Canal+. Alors, pas parce que ça va être vendu, ça, je laisse voir et on s'en reparlera dans 6 mois, si vous êtes d'accord, parce que là, pour l'instant, c'est difficile d'avoir un regard éclairé, objectif sur la situation. J'ai quitté BFM quand même avec le cœur gros parce que j'aimais infiniment cette maison, mais j'avais besoin, c'était salutaire pour moi de sortir de l'info en continu, en fait. C'est épuisant. Vous êtes un peu une souris un hamster dans une roue. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça à un moment où, en fait, j'étais jeune maman et où je rentrais à minuit, je couchais pas mon enfant et je trouvais que c'était contre nature. Enfin, pour moi, de mon point de vue, c'était contre nature. Je le vivais pas bien. Il y a eu un certain nombre d'événements, les attentats de Charlie, où je me suis retrouvée place de la Nation avec alors c'était une fausse alerte, mais une alerte quand même. Et je me suis retrouvée à courir comme frénétiquement pour aller me cacher dans une cage d'entrée, dans une entrée d'immeuble. Et là, je me suis dit, mais ma petite, elle a pas 2 ans. Qu'est-ce que je fais là, en fait ? Je me sentais pas, j'ai pas cette étoffe-là. Voilà, je me voyais pas prolonger ça, je me voyais pas effectivement la laisser à une nounou tous les soirs pour l'endormissement et j'avais besoin de raconter autre chose. Je passais mes matinées chez ma grand-mère, je la voyais vieillir, on était vraiment déjà dans le grand âge, elle avait 90 ans passés, je le dissimulais, je le racontais pas, je racontais pas cette vie-là, cette histoire-là. Et j'avais très envie de l'écrire ou de le raconter d'une manière ou d'une autre, mais pas tant pour me sécuriser moi, mais parce que je trouvais que ça racontait aussi l'histoire des aidants, de ces invisibles. Le sujet commençait un petit peu à germer, à faire un petit peu l'actualité. Enfin, en tout cas, on parlait déjà évidemment des EHPAD, etc. Donc, je trouvais que ça avait du sens. Et voilà. Et je me suis dit à un moment stop, parce que vous savez, quand ça devient épidermique. Ouais. Ah voilà, c'était ça. Quand ça prend ici et qu'on a du mal à respirer. Mais on peut raconter l'actualité autrement. Enfin, c'était aussi mon idée. Ce que vous faites d'ailleurs. J'espère. J'espère. En aparté avec vous, Nathalie Lévy, c'est du lundi au jeudi sur Canal à 20h30, mais surtout ce soir, moi j'ai pris beaucoup de plaisir parce que cette notion de transmission, je pense qu'elle est essentielle pour comprendre qui on est dans un monde qui bouge très vite. C'est ce soir, donc 22h50, inoubliable, nos chers grands-parents sur Canal+. D'amener des questions et des interviews. Moi, je pense que vous avez un talent rare pour ça. Oh, Gilles, merci. Non, mais je le pense vraiment. Merci. L'émission, elle passe par vous aussi. Faut le dire. Merci, Gilles. Merci, Christine. Merci. Il n'y a pas d'esbrouf. Voilà. Il n'y a pas d'esbrouf, c'est ça. Et avec vous non plus. Donc c'est ça qui est formidable. Merci en tous les cas, on était ravis de vous avoir ce matin avec nous sur Sud Radio. Et donc, rendez-vous pour Canal+, 22h50, inoubliable, nos chers grands-parents. Dans un instant, on se retrouve avec nos débatteurs pour parler de l'actu du jour. Je vous amènerai une chocolatine. Oui, ça avait intérêt. Mais à la boulangerie d'à côté, des plateaux à Paris, ils veulent pas me donner de chocolatine. Non, je plaisante. Allez, à tout de suite sur Sud Radio.